Aujourd'hui, dans les échos de la finance, nous allons aborder une question qui peut prêter à sourire parce qu'elle fait référence à la beauté en général. Il s'agit de tout le domaine des cosmétiques et des produits de beauté. Dieu sait si certaines catégories de la population consacrent une part non négligeable de leurs revenus à ce domaine. C'est un secteur économique qui apparemment est toujours en pleine expansion partout dans le monde. Il y a des pays qui sont plus ou moins leaders dans ce domaine, soit par la quantité, soit par la qualité de leurs produits. Donc nous allons commencer par voir un peu le tableau général et puis ensuite on va voir comment ça se passe ici en Haïti avec nos belles femmes. Toujours avec notre ami William Savary, nous allons donc aborder le marché des cosmétiques et autres produits de beauté dont on peut dire qu'il est en expansion continue depuis que les femmes sont femmes. Depuis que les femmes sont femmes, très bonne formule. Bonsoir William et bienvenue. Bonsoir Serge, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir tout le monde. En fait, on a choisi ce thème, parce qu'en fait, c'est en mémoire, c'est pour vraiment commémorer la femme haïtienne, avec la femme à travers le monde, la femme haïtienne en particulier, parce qu'en fait, nous avons de très belles femmes dans ce pays. Je le dis et je le répète chaque jour. Très charmantes et surtout, en littérature, il y avait ce qu'on appelle le je ne sais quoi. Ouais. Donc les femmes haïtiennes ont le je ne sais quoi. C'est une des expressions que les Anglais, les Américains surtout, ont volé aux Français. Les Américains adorent dire « she has a je ne sais quoi ». Oh oui, la femme fatale. Ah, femme fatale, je ne sais quoi. Bon, mais déjà vous. Pour aller, il faut dire au préalable avant même de démarrer que la notion de la beauté, en général, dans le monde entier, it's big business. Ouais. Ce n'est pas pour les enfants. Non. Et c'est big business qui est organisé autour, bien sûr, de l'exploitation physique de la femme et l'exploitation de la façon, en fait, ce à quoi la femme ressemble et un idéal qui est projeté sur la société auquel les femmes devaient aspirer. Donc, un idéal qui devient presque une dictature. Une dictature. Donc c'est la dictature des entreprises qui sont engagées dans le business de la beauté. Ouais. Et cette dictature s'exprime, par exemple, à travers les Miss Beauty Contest, Miss America. Vous avez les modèles, Miss Universe, Miss Monde. Donc, et toutes les Miss nationales. Et tout ceci, c'est vraiment une façon de mettre en exergue, c'est ça, un modèle de femme à laquelle toutes les femmes devaient aspirer. Et ce modèle de femme, en général, lorsque ce modèle est présenté à travers les démarches, etc., ce sont des gens qui sont très bien maquillés. Bien sûr, pardi. Et c'est la meilleure façon pour qu'une entreprise qui soit dans le business de la fabrication de mascara puisse faire l'exposition de ses produits. Le mascara, les fonds de teint, les blushs, tout ce que vous D'ailleurs, il y a quelque temps de cela, je me rappelle, quelques années peut-être, il y avait eu un mouvement de protestation qui émanait des pays asiatiques, qui s'était révolté contre cette image presque figée, idyllique de la femme blonde aux dents blanches, etc. Et bon... Oui, c'était pas ça le standard de la beauté. Pour les Asiatiques aux yeux bridés, au point qu'il y a eu des milliers de jeunes femmes qui se sont fait débrider les yeux pour pouvoir tomber dans les standards, disons, européens ou blancs. Et qui ont également changé la couleur de leurs cheveux. Ah oui. Procéder à faire allonger leur nez, diminuer la taille de leurs lèvres. Il y a vraiment le business de la beauté
donc comme il est pratiqué, vraiment s'appuie sur la naïveté des gens et s'appuie sur la naïveté de Bourrage de crâne. Bourrage de crâne. Bourrage de crâne. Oui. Bon, cela dit, c'est vrai, quand on regarde des émissions de Miss Monde ou Miss Univers, faut quand même reconnaître qu'on voit de sacrées belles femmes. Non, c'est vrai, honnêtement, enfin, objectivement. Alors, maintenant, l'extension de ces activités de modeling, de contest, etc., développe chez nous autres aussi, les hommes, une idée peut-être fausse pour certains, peut-être même arriviste, de l'idéal de la femme que l'homme voudrait avoir. Et cet idéal, en général, l'homme est prêt à dépenser pour l'avoir. Et dans le business de la beauté, il y a, parmi les grands consommateurs, ce ne sont pas seulement les femmes, ce sont les hommes qui voudraient que leur femme ressemble à un modèle X ou Z. Donc, donc c'est un marché qui a été cerné et qui vise les consommateurs des deux genres. Oui, mais là, par contre, il y a de très grandes différences culturelles. Entre les hommes et les femmes? Non, entre différentes régions. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Oui, parce que les standards sont différents, mais... Les standards sont totalement différents. Je veux dire, le standard de la femme africaine, qui est très santé, proche du standard haïtien d'ailleurs, opulente, avec des fesses considérables, bien garnies. Exactement, et tout, c'est pas... Oui, non, les standards sont différents en Asie, par exemple, ce sont les hommes qui sont les minces, etc. Donc, chez les Indiens, en Amérique latine, ce sont les gens assez potelés. Donc, chaque personne, chaque pays, chaque région a son idée. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le business de la beauté a réussi à standardiser le monde entier. Et aussi à convertir tout le monde en consommateur. Voilà. Et c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Maintenant, ça veut dire quoi, convertir une grande partie de la population en consommateurs et consommatrices? Peut-être pas vous et moi. Mais c'est la taille de l'industrie au niveau mondial. Par exemple, au niveau le chiffre d'affaires collectivement des entreprises du business de la beauté, ça dépasse 500 000, avoisine 500 milliards de dollars. 500 milliards. 500 billion. Ça fait 500 milliards. Ça fait milliards. Ouais. Donc c'est et ce qui est et l'importation plusieurs pays. En fait, l'importation des produits cosmétiques à travers le monde représente une source de revenus, une source d'emploi, une source de création de fortune. Mesurable, parce qu'en fait, il y a des données statistiques qui existent qui vous montrent l'échelle des importations qui se font dans chaque pays. La Chine, nous savons que la Chine est l'un des plus grands importateurs. En fait, ça se comprend en vertu de la population. Oui. Ensuite, nous avons, je crois, la Corée qui est le second, la France troisième, les États-Unis plutôt troisième. Donc, il y a vraiment une échelle de la façon dont les importations contribuent à la croissance économique et à la création d'emplois dans les pays. Et inversement, l'exportation peut représenter une part non négligeable du PIB des différents pays. Ouais. Je suis sûr qu'un pays comme la France, où l'industrie du luxe, comme on dit, est extrêmement développée, dans le luxe, il y a les produits de beauté. Enfin bon, un parfum comme le fameux numéro 5 de Chanel, qui est top. Depuis des années. Je suis sûr que ça a rapporté des milliards à la maison Chanel. Bon, je pense que Chanel a peut-être est aussi vendu que la Bible. Maintenant, en parlant de compagnies spécifiques, par exemple L'Oréal, le chiffre d'affaires de L'Oréal, c'est 33 milliards. Numéro 1 mondial. Et 33 milliards, je dois vous dire que c'est 7 fois le produit. Ça représente 7 fois le produit intérieur brut de la République d'Haïti. Oh, et Unilever, qui est une compagnie anglaise, Unilever, le chiffre d'affaires, c'est 31 milliards. Donc ça fait 4 fois.
avec 4 fois le produit intérieur brut de la République d'Haïti. Maintenant, je veux faire ce parallèle, par exemple, Procter & Gamble et Stellar, également entre 14 milliards, 15 milliards, des chiffres qui, 4 fois, 3 fois, 6 fois le produit intérieur brut de la République d'Haïti. D'un pays entier. D'un pays entier. Une compagnie. Et je veux faire je veux élucider cette notion. C'est que la force de travail de la République d'Haïti, la population active, représente à peu près 40% de la population en général. Donc 40% de la population, on parle à peu près 4 à 5 millions d'habitants. Mais il faut comprendre plutôt, c'est plutôt la population active représente 70% de la population en général. D'accord. Ça vous donne 7 millions de gens. De cette population active, il y a le nombre de chômage et de gens qui travaillent. Donc le taux de chômage est d'à peu près 60%. Ça vous fait 3 millions et pics qui ne travaillent pas. Donc ceux qui travaillent, c'est à peu près 3 millions et des poussières. C'est ça. Donc je veux faire sortir cette notion. Vous avez 3 millions de personnes qui travaillent, 3 à 4 millions de gens qui travaillent, qui produisent, disons, 5 milliards avec 10 milliards de produits intérieurs bruts. Mais les employés, L'Oréal, par exemple, ce n'est pas une entreprise qui a 500 000 employés. Donc, je suis sûr qu'ils ont beaucoup d'employés dans le monde. Parce que c'est la première et L'Oréal est représenté partout. C'est le ratio. Le ratio. Vous avez une entreprise de 500 000 personnes qui vous produit 33 milliards. Oui. Et vous avez une population de 3-4 millions qui vous produit 10 milliards. C'est vraiment le point que je veux faire ressortir. Donc, et ceci pour vous dire, c'est pour enfoncer la notion que sans les investissements, il n'y a pas de croissance. Ouais. Hein, c'est vraiment, et maintenant, c'est pas simplement investir pour investir, mais il faut investir dans des industries clés, dans les industries là où il y a des demandes, là où le produit peut se vendre, là où il y a la possibilité de réalisation de profit, etc., etc. Tout ce que nous disons de tous les temps. Ouais. Donc, maintenant, on a parlé de la taille du marché. Je dois vous dire qu'en Haïti, il y a beaucoup de contrebande qui se fait au niveau des cosmétiques, beaucoup de contrebande. Et ce qui fait que au niveau de l'importation dans ce pays, nous avons une firme, en fait, une association dont nous sommes membres qui recueille des données statistiques. Ce que j'ai pu obtenir c'est que les produits exportés, Haïti importe à peu près moins que 8 millions de dollars de produits cosmétiques, mais exporte avec 997 000 dollars d'exportation. De produits cosmétiques? De produits cosmétiques, oui. Donc, nous fabriquons des produits bien sûr, cosmétiques. Vous avez l'huile palm marketing, par exemple. Ah oui, oui, très important. Et vous avez l'huile de cacao, les graisses de cacao. Donc, donc, il y a quand même... C'est pas énorme, mais ça existe maintenant. Parallèlement, je dois vous dire qu'il y a une entreprise haïtienne une entreprise qui a été fondée par une haïtienne et son ami ou son mari, je ne sais ce qui s'appelle Essence. Essence, c'est une entreprise de produits cosmétiques qui se concentre sur l'exportation sur la transformation de l'huile palm marketing et l'embouteiller, packaging, ça se vend sur Amazon, par exemple. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui se fait à ce niveau-là. Maintenant, il y a aussi les produits d'essence ou les produits à base de l'huile palm marketing, c'est organique. Et ça représente un marché extraordinaire. Ce sont des gens qui se tirent d'affaires très bien. Il ne faut surtout pas oublier que Haïti est quand même champion du monde dans un domaine. Oui. C'est pas aussi courant que ça. Et ça, le vétiver. Le vétiver haïtien est considéré comme le meilleur au monde. Et Haïti est aujourd'hui le principal exportateur de vétiver dans le monde entier. Et le plus grand consommateur des produits vétiver haïtiens, c'est L'Oréal. Absolument. Oui. Donc, vous savez, donc ce qui fait que nous à ce niveau-là, Haïti n'est pas négligeable. Donc, absolument pas. Si jamais il y avait
une réflexion sérieuse dans ce pays autour de la notion de des cosmétiques, on ne serait pas simplement exportateur de l'huile de vétiver. On aurait peut-être eu les plus grandes parfumeries dans ce pays. Eh oui, parce que nous maîtrisons l'art des huiles essentielles. Absolument. Absolument. On maîtrise depuis Louis Desjoie, père. Bien avant lui. Oui, mais enfin, c'est lui qui a quand même contribué à développer ce secteur. Donc, souvent, nous parlons de la nécessité d'investir dans le pays et souvent, nous parlons, par exemple, d'investir dans des entreprises ou des industries à effet multiplicateur qui pourraient être porteurs et gérer des emplois additionnels. Voilà un exemple. Voilà un exemple. Ouais, tout à fait. Maintenant, la cosmétique est composée de plusieurs éléments. Il y a les fonds de teint, il y a les poudres, les parfums, il y a les ongles, il y a les perruques, les rallonges, il y a tout ce que vous voulez. Tout ça. Et tout ceci dans l'espoir de rendre la femme attrayante. Et en fait, si vous savez, quand j'étais gosse, ou quand j'étais jeune en grandissant en Haïti, pour regarder les belles femmes, on allait au cinéma, pas sur l'écran, mais les belles femmes qui rentraient. Ah, bien sûr. Et aujourd'hui, vu que beaucoup de nos centres de divertissement n'existent plus, il faut aller à l'église. Ah! Faites l'expérience. Jésus-Christ est vraiment très chanceux. Les femmes s'habillent, portent leurs meilleurs vêtements le dimanche pour aller à l'église. À juste titre, parce que contrairement à beaucoup de religions, et là je ne suis pas en train d'entrer dans les affaires des gens, je crois pouvoir dire, sans être accusé de blasphème, que Jésus-Christ était un homme à femme. Ah, écoutez. Hein? Je ne vais pas dire non. Il est resté chez sa mère jusqu'à l'âge de 30 ans. Jusqu'à sa mort. Sa mère ne l'a jamais lâché une seule fois. Sa mère ne l'a jamais sevré. Peut-être, ça on ne le sait pas trop, mais apparemment oui. Parce que finalement, 30 ans, 3 ans, je sais pas. Et puis, au pied, il y avait que des femmes. Marie-Madeleine, enfin... dans la vie de Jésus. Ça, c'est une erreur d'interprétation. C'est une erreur d'interprétation. C'était une femme supérieurement intelligente. On la confond souvent avec une prostituée, mais c'est pas ça, c'est pas elle du tout. Elle n'était pas une sainte. Ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas intelligente. Ah, oui. Non, c'est Sainte Marie-Madeleine, enfin quand même, lorsqu'il est ressuscité après 3 jours, qui a-t-il choisi pour annoncer la nouvelle? Aucun des 10 apôtres. Ouais. Il a attendu de rencontrer Marie-Madeleine pour lui dire, allez dire aux autres que je suis là. Je suis là, j'ai tenu parole. Et elle avait sans doute un petit peu de mascarade. Peut-être déjà, oui, parce que déjà au Moyen-Orient, ça a toujours été quelque chose de très développé. Mais l'Égypte, le maquillage, Cléopâtre, surtout, avec leurs fameux yeux, leur parfum de lavande. Oui, bien sûr. Et ça remonte vraiment l'industrie. Ah, depuis l'origine. Elle est vieille. Je suis sûr que même l'homme des cavernes, les femmes des cavernes devaient trouver quelques plantes qui sentent bon pour pouvoir attirer. Là, il faut évoquer Ylan. Ah, Ylan, quelle merveille. Oui, les feuilles de menthe. Tout ça. Les feuilles de corosol. Tout. Bon, pour retourner à nos moutons. Maintenant, revenons à nos femmes. Et souvent, nous évoquons sur le plateau la nécessité d'investir, la nécessité pour que les gens se prennent en charge de se dissocier de la réflexion que l'État doit faire. Souvent, nous évoquons ça. Et je veux aujourd'hui vous présenter un Haïtien, un entrepreneur d'une sagesse extraordinaire. Et c'est Puzo, qui est dans le business des cheveux, des rallonges.
Peugeot, c'est un gars qui est parti d'Haïti tôt, qui est parti à l'école à Miami, et qui a fait son high school, qui a fait ses premiers deux, a obtenu les premiers diplômes universitaires, a vécu au Canada, mais qui est revenu en Haïti pour strictement s'engager dans le business des cheveux. Et pourquoi le business des cheveux? Je lui ai posé la question, il dit c'est simple, j'ai 2 sœurs, mes sœurs étaient toujours les femmes les plus coquettes. Et premièrement, et particulièrement, il y a une des sœurs que le premier chèque qu'elle a reçu de son travail, elle a dépensé le tout dans les produits cosmétiques pour se faire belle. Wow. Alors, il a conclu que les femmes, quelles que soient les conditions, les produits cosmétiques, pour se faire belle, elles sont prêtes à tout dépenser. Et ceci, et même à s'endetter parfois. Et à s'endetter. Donc, il s'est adonné à ce business, au corps et âme. Donc, il a commencé le business. Et souvent, nous disons qu'en fait, il faut avoir les ressources pour démarrer. Ouais. Et pas nécessairement de grandes ressources, mais de quoi démarrer. Mais il a commencé son business en 2015. Il faut vraiment tenir en tête la date. 2015, il a commencé à vendre les cheveux, les rallonges. Vous savez où? Au marché en fer. Waouh! Il avait Marché Hippolyte. Marché Hippolyte. Il avait 4 stands. Là, il étalait son produit, faisait la tournée, il s'assurait que les ventes avançaient. Mais en même temps, il avait aussi un autre emploi. Il est un DJ, donc les revenus des DJ lui permettaient de break-even, si vous voulez, dans l'autre business. Donc, les revenus de DJ a financé le business des extensions. Okay. Donc, il a commencé petit. Aujourd'hui, M. Puzzo a 2 magasins. Et les gens peuvent voir M. Cheveux Gina. Cheveux Gina, c'est le nom de sa mère. Cheveux Gina, pourquoi il a choisi ce nom? Il doit 2 syllabes, facile à se souvenir. On n'a pas à recréer là-haut. Et en plus d'importer des cheveux, et de lui, j'ai appris, par exemple, les cheveux synthétiques, les cheveux humains. Parce qu'il y a une stratégie extraordinaire pour se procurer de cheveux humains. Que font les entreprises? Les entreprises vont dans les moines en Chine, vont dans les moines en Inde, et sur le camp. Surtout dans les pays asiatiques. Et proposent aux femmes aux cheveux longs de couper les cheveux, les peser tout de suite et de les payer tout de suite. Et la même chose se fait en Inde. Donc l'approvisionnement de l'industrie des cheveux, c'est quelque chose qui se fait de cette façon aussi archaïque que c'est. Oui, mais les cheveux, une fois coupés, ça s'achemine vers une entreprise ou dans une manufacture où c'est nettoyé, c'est lavé, c'est traité, puis mis sur le marché. Donc aujourd'hui, M. Puzzo n'est plus dans le business, est aussi dans le business de l'importation des cheveux, mais il a commencé à faire manufacturer des cheveux qui conviennent à son marché. Donc ça, c'est une autre étape. Oui, une autre dimension. Autre dimension. Donc c'est quelqu'un qui est dans ce business, effectivement, non pas pour le short kill, mais qui est dans ce business pour l'avenir. Et il a choisi de ne pas être un distributeur. Il a choisi d'être un détaillant. Pourquoi il a choisi d'être un détaillant? C'est vraiment quelque chose qui est très inspirationnel. Il y a la grande compagnie américaine qui s'appelle Walmart. Walmart, c'est le plus grand détaillant du monde. Du monde, absolument. Et souvent, le gars qui a fondé Walmart, c'est Sam Walton. Sam Walton avait son hélicoptère. En général, comment il faisait pour savoir si ses ventes étaient à la hauteur de ses attentes? Bon, il prenait son hélicoptère, survolait les Walmart et observait les parking lots. S'il n'y avait pas assez de voitures dans les parking lots, il harcelait le manager et lui disait allez, il n'y a pas assez de voitures dans le parking lot. Vous ne faites pas bien votre travail. Allez, faites tes ventes, attirez la clientèle. Je repasse dans 1 heure, je veux voir les gens dans le parking lot. Donc, Sam Walmart, c'est son héros. Donc, il reste dans le business de détail. Donc, ses ambitions sont d'être le Sam Walton de la République d'Haïti. C'est vraiment quelqu'un de très jeune
et qui a beaucoup d'idées, beaucoup d'ambition. Donc c'est quelqu'un vraiment qu'il faut applaudir. Pourtant, Walmart, même aux États-Unis aujourd'hui, n'a pas très bonne réputation concernant la manière dont ils traitent leurs employés. Non, Walmart paie ses employés mieux que tous les autres détaillants aux États-Unis. Alors pourquoi c'est la concurrence. Antagonisme contre Walmart? La concurrence. Qui a commencé il n'y a pas très longtemps. Hein. Oui, mais ils sont énormes. Ils sont énormes. Walmart a une technique. Je crois, 100 000 communauté de 100 000 personnes. Alors, vous savez, aux États-Unis, il y a les zip codes. Donc, on accumule les zip codes. Si ça additionne à 100 000 personnes, là, il faut un Walmart. Donc, ils sont partout. Et aussi, le fait que lorsqu'un Walmart arrive dans un quartier, en fait, dans une zone, toutes les petites entreprises et moyennes entreprises disparaissent. Bien sûr. Ils ne peuvent pas concurrencer. Et c'est ce qui donne le mauvais nom à Walmart. Mais Walmart paye bien ses employés. Bon. Et aussi, le Walmart représente l'une des compagnies les plus valables à la bourse. Ouais. Ça paye des dividendes depuis plus de 50 ans, ça paye des dividendes régulièrement. Le taux de croissance à Walmart est au-dessus de la moyenne. Donc, Walmart aujourd'hui fait partie de ce qu'on appelle n'est pas un gros stock, mais un value stock. Ça veut dire qu'une compagnie qui va lentement, sûrement, qui croît de façon régulière, qui paie les dividendes de façon régulière. Donc, vous n'allez pas avoir une invention gigantesque. Il n'y a pas de vaccin qui sera inventé à Walmart, mais Walmart sera la première entreprise à vendre les vaccins. Malheureusement, William, là, nous avons baigné dans la beauté. Et on fera une autre émission sur le sujet, parce que évidemment. On n'a pas parlé des challenges des gens qui sont dans ce business. On n'a pas parlé de la concurrence. On n'a rien dit du rôle de la publicité qui est fondamentale dans ce domaine. Donc, il y a encore beaucoup de choses à dire. Eh bien, on fera ça la prochaine fois. On fera ça la prochaine fois. Oui, très bien. Merci, William. Ouais. À très bientôt. Voilà. Nous avons ouvert... Et aux femmes, nous leur disons... Continuez à être coquette. Je ne crois pas qu'on ait besoin de leur dire. Je ne crois pas qu'on ait besoin de leur dire. Il faudrait surtout leur dire continuez à être coquette parce que, là on rentre dans d'autres domaines. Voilà, à bientôt. Merci de nous avoir écoutés.